J'invite donc du coup les intervenants à la table ronde qui sont Émeric Dupont pour l'agence de l'eau Loire-Bretagne, Séverine Darsonville pour l'Imagrin, Philippe Dumas pour Sicarève, Mathilde Cambédelli pour le lycée agricole de Rochefort-Montagne, Yves Chassani pour le Coram et François-Xavier de Montard pour Greff. Je vous laisse vous installer et je laisse la parole à Coraline Guinaud qui va animer la table ronde. Bon, les dernières questions ont été une très bonne introduction à cette table ronde puisqu'on va parler filière lors de cette dernière séquence qui va durer à peu près 1 heure. On va dézoomer de l'exploitation agricole et s'intéresser à d'autres échelles du territoire et d'autres maillons des filières pour examiner comment, de l'amont à l'aval, les acteurs du territoire se mobilisent et agissent déjà pour accompagner l'adaptation au changement climatique. Ce qu'ils font, comment ils interagissent et quels sont leurs besoins pour l'avenir. Nous avons 6 intervenants de qualité qui ont été présentés. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet parce que 6 intervenants en 1 heure avec autant de choses à dire, ça va passer vite. Et on va démarrer par le tout début des filières, c'est-à-dire les semences animales et végétales et l'enjeu génétique. Donc on va démarrer avec Séverine. Séverine Darsonville, vous êtes agricultrice et administratrice à l'Imagrin et présidente également de Végépolis Vallée. Est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement vos 2 structures et nous dire comment se fait déjà l'adaptation en matière de recherche semencière? Vous avez un micro devant vous. Alors, je vais aller très très vite et je vais être surtout pas exhaustive. Donc, moi je suis agricultrice pas très loin d'ici, à côté de Billon. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, sur une petite exploitation. Je suis administratrice de l'Imagrin, coopérative et groupe depuis 2012. Je ne sais pas si c'est très utile de présenter l'Imagrin, mais l'Imagrin, tout le monde connaît le groupe semencier, et on a du mal souvent à penser l'Imagrin sous le cadre d'une petite coopérative, donc qui recense à peu près 1200 adhérents et qui représente 1% par exemple de la collecte de blé française. Donc voilà, gros groupe mais petite coopérative. Et après, Végépolis Vallée, c'est un pôle de compétitivité basé sur le végétal, donc de la recherche aux usages sur tous les végétaux, hormis peut-être la forêt, parce qu'il y a un pôle de compétitivité qui est déjà très axé là-dessus. Et donc un pôle de compétitivité, il a pour vocation d'animer une communauté, je dirais, la communauté du végétal pour ce qui nous concerne, et de faire émerger des innovations. Donc effectivement, dans le changement climatique, c'est un sujet qui nous occupe beaucoup pour faire émerger des innovations, ça c'est certain. Et sur la deuxième partie de votre question concernant les semences et l'adaptation génétique quelque part, donc j'aurais peut-être 2 réponses là aussi. Une réponse peut-être l'Imagrin avec notre système pour le maïs, un système Hydranéo qu'on a mis au point depuis quelques années, qui consiste à faire un screening des variétés que l'on possède déjà, les mettre en situation en fait, de stress hydrique dans différentes plateformes d'essai, que ce soit en France ou pas d'ailleurs, parce que quand on veut simuler un peu les choses, parfois il est bon d'aller vers des climats un petit peu plus continentaux, style la Hongrie ou le nord de la Roumanie. Donc on teste nos variétés dans ces conditions-là et on observe celles qui se comportent le mieux. Et puis on se sert aussi de ces pressions de sélection pour sortir les variétés de demain. Donc voilà pour ce qui concerne l'Imagrin. Après, je dirais que d'un point de vue plus général, et là je vais prendre ma casquette pôle de compétitivité, moi je citerai la plateforme qui est pas très loin, qui est à Crouel, la plateforme Phéno 3C, qui est à l'INRAE, et qui a pour vocation, en conditions grande culture, de simuler des stress climatiques, des augmentations de CO2, etc. Donc vraiment simuler le climat de demain et de voir là aussi les génotypes qui s'en sortent le mieux et d'essayer du coup après de remonter jusqu'à vraiment la structuration génétique et de voir s'il y a des QTL qui sont des groupes de gènes qui sont responsables de cette
tolérance, je dirais, au stress hydrique ou de cette résilience de telle ou telle variété. Ok, merci. On va se tourner vers la sélection animale avec Yves. Donc Yves Chassani, vous êtes éleveur d'Aubrac, vous êtes aussi président de l'organisme de sélection de la même race et administrateur du CORAM. Alors l'orientation génétique, elle doit répondre à la fois à l'enjeu elle doit répondre aux attentes du marché et à l'adaptation au changement climatique. Aujourd'hui, comment vous intégrez ces deux enjeux importants dans vos schémas de sélection ? Bien, bonjour à tous. Effectivement, j'assure la vice-présidence du CORAM aux côtés de notre président national qui est Florent Campello. Il est président de l'OS Vosgienne. Le CORAM a été créé en 2007 à partir d'une évidence, c'était celle de la nécessité des races locales de massifs de se fédérer entre elles de façon à... On partait des mêmes problématiques et en quelque part on voulait monter un réseau de façon à mieux se faire entendre, mieux se coordonner, puisqu'on a tous de faibles moyens. On évolue sur 5 massifs, le massif central bien sûr, vous l'avez compris, massif alpin, massif corse, vosgien et également pyrénéen. On fédère 6 OS bovines et 26 OS en brebis, hein, en ovin. Pour l'instant, on a quelques échanges avec les OS caprins ou aussi avec les éleveurs de porcs sur ces zones-là, mais on n'est pas passé à cette action-là. Alors, on a pour particularité d'être sur des systèmes tout herbe, avec en général, on va dire dans la majorité des cas, pour ne pas dire dans 99% des cas, la pratique de la transhumance. Donc, race locale, on peut faire un raccourci très rapide avec race rustique. Et aujourd'hui, la rusticité, on ne sait pas trop comment faire la part des choses, avec un mot qui a été aussi repris ici aujourd'hui, qui est celui de la résilience. Est-ce que rusticité rime exactement avec résilience? Est-ce qu'on peut trouver des points communs? Ces sujets-là nous interrogent beaucoup. On a l'impression quand même que d'avoir évolué sur des territoires difficiles avec de forts handicaps, ces races-là aujourd'hui ont quelques particularités intéressantes à prendre en compte vis-à-vis des évolutions que vous avez situées. Moi, au niveau Aubrac, je resituerai par exemple les choses en prenant un exemple tout bête qui est celui du standard de la race, à savoir que la race Aubrac, eh bien, la nature l'a dotée de cornes noires, toutes les extrémités sont noires, ça lui permet d'avoir des sabots très durs, ça lui permet d'avoir une protection forte l'été contre les mouches. Toutes ces choses-là aujourd'hui sont précieuses. Il y a quelques années, il faut savoir que c'était complètement tombé dans l'oubli. Ces races-là on avait presque décidé qu'il fallait les abandonner. Aujourd'hui, de grâce, tout ça a été sauvé. Et c'est bien toute cette diversité génétique qui vient s'offrir à nous pour répondre aux thématiques que vous ouvrez aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on a quelques actions qui sont engagées. Notre principal problème, c'est quand même celui de la collecte de données. On a des moyens qui sont relativement limités. Les races que je viens de vous citer, elles ont en général une seule station d'évaluation. C'est le cas en Aubrac, une seule station d'évaluation des taurillons. C'est des moyens qui sont faibles. Donc on a de gros besoins et on est en train grâce au CORAM, de se fédérer pour essayer de collecter plus de données pour aller vers les éléments que vous avez évoqués. Donc je reviendrai effectivement sur quelques exemples plus précis. Je vais rester avec vous pour revenir sur une question qui a été posée juste avant, sur celle des cahiers des charges. Donc, beaucoup de cahiers des charges liés à vos races sont aussi basés sur des systèmes herbagés sensibles au changement climatique. Est-ce que déjà ces cahiers des charges sont dans l'obligation de s'adapter dans votre territoire? Comment ils y réfléchissent? Alors effectivement, toutes les races que je vous ai citées sont toutes rattachées à des SICO, à des signes de qualité respectifs, que ce soit du label rouge ou tous les signes que nous connaissons, avec des IGP également. En général, tous ces signes de qualité sont présents dans les conseils d'administration des OS, donc on a l'habitude de parlementer régulièrement et de suivre un petit peu les évolutions. Une parenthèse a déjà été ouverte, je la reprendrai, c'est celle de la question des fourrages fermentés, où est-ce qu'en général, beaucoup de SICO excluent, c'est le cas du label rouge bœuf fermier Aubrac, les fourrages fermentés sont prescrits, puisque d'un point de vue technique, il y a des gens qui parleraient mieux de la question que moi, on a quand même noté un petit peu une évolution des produits carnés différentes, une texture différente avec des produits fermentés en phase de finition, donc ça nous interroge beaucoup, ces limites-là. Pour autant, l'idée n'est pas de revenir en arrière par rapport à ça. Au niveau du label rouge, un signe très précis, par exemple, c'est celui de la volonté affirmée de limiter les poids carcasses. Et aujourd'hui, on a une grille label rouge bœuf fermier Aubrac qui est dégressive au-delà de 460 kg de carcasse. Chose qui n'était pas le cas. L'OS est intervenu pour dire
il n'est pas question de tirer toujours vers le maximum, on vise plutôt l'optimum. Merci Yves. On va rester dans l'approche filière avec Philippe Dumas. Vous êtes président du groupe coopératif Sicarev de production de viande bovine. Déjà, de façon assez basique, comment les effets du changement climatique se ressentent dans un groupe comme le vôtre, dans les années par exemple où beaucoup d'aléas surviennent? Alors, oui, l'adaptation au changement climatique dans un groupe comme le nôtre, groupe coopératif, donc en lien, j'allais dire, direct et perpétuel en permanence avec nos éleveurs et nos adhérents, l'adaptation, on la ressent commercialement. Ça veut dire que les années de sécheresse, d'un coup, on va avoir affluence de sorties d'animaux, des animaux destinés à la boucherie qui vont être moins bien finis, des animaux maigres destinés à être remis en place ou à être exportés, mais en volume supérieur à ce que le marché peut écouler. Donc là, il faut trouver des solutions, et dans les solutions, c'est d'aller sur c'est vrai que la coopérative est sur une zone qui couvre 25 départements français, c'est d'aller chercher de la complémentarité des départements, des systèmes fourragers, des possibilités d'évolution de l'élevage. Il y a des zones, ça a été dit, toute herbe, les marges de manœuvre sont très étroites. On va se trouver dans des systèmes où il y a une production végétale plus importante, et voire des sous-produits, de la betterave, des céréales. Là, comment on peut accompagner? Et le rôle d'un groupe comme le nôtre, c'est de trouver des outils pour adapter, faire en sorte aussi que nos adhérents s'adaptent les accompagner dans l'adaptation au changement climatique. Et puis après, je pense qu'aussi, on se doit, quand on est dans une activité qui va de l'amont jusqu'à l'aval, c'est d'expliquer le marché à nos adhérents. Parce que comment on adapte le système fourrager, mais comment on adapte la production à la demande des clients et du marché, mais aussi expliquer à nos clients ce que nos adhérents sont capables et ce que les producteurs sont capables de faire, est-ce qu'ils ne sont pas capables, et où, dans quelles conditions on serait capable de le produire. Donc pour vraiment mettre tout ça en phase. Et dans l'accompagnement de vos adhérents au niveau technique, est-ce qu'il y a déjà des actions qui sont menées en matière d'adaptation? Alors sur l'accompagnement technique, et là aussi à l'initiative d'adhérents, on a des adhérents qui ont mis en place du pâturage tournant, ils ont voulu créer un groupe et d'échange, parce que c'est important qu'ils puissent échanger sur leurs pratiques, leurs soucis, les inquiétudes entre celui qui fait du pâturage tournant dynamique depuis 4-5 ans, qui a un peu de retour d'expérience, avec celui qui démarre, qui dit je vais me planter, comment je fais? J'allais dire, c'est la technique, désolé pour les techniciens qui sont ici, mais la technique des producteurs, des gens qui le pratiquent, et la solution de bon sens du matin où le gars il voit la pâture un peu abîmée, il se dit qu'est-ce qui va se passer? Le collègue lui dit t'inquiète pas, tu laisses les vaches, demain tu les changes de parcelle, et puis dans 3 semaines tu verras, tu passes un coup d'air, si tu fais ça ira mieux. Donc on a mis en place des outils de ce genre-là pour pouvoir accompagner, faire en sorte d'avoir une dynamique technique. On a tous les outils aussi de gestion de coûts de production, et là aussi, c'est d'aller chercher des partenariats avec d'autres opérateurs dans l'aliment du bétail, dans les semenciers. Là aussi, comment on peut accompagner nos adhérents sur des choses très pratiques avec des partenaires de la filière, plus en amont de la filière. Voilà sur les choses qu'on peut voir. Tout à l'heure, ça m'y faisait penser la question sur l'adaptation des animaux. Je pense que sur l'adaptation des animaux, il se trouve qu'on vient de faire la 3e opération d'export de génisses laitières sur le Sénégal. Donc en termes de climat, on n'en est encore pas là, et on s'aperçoit que les animaux peuvent s'adapter. Ça veut dire qu'il faut aussi adapter à la production à ces changements climatiques. Il ne faut peut-être pas vouloir, quand on exporte des vaches Primochten, Montbéliard, si l'objectif de production c'est 10 000 kilos par an, je pense que ça ne le fera pas. Par contre, c'est caler le système, et on s'aperçoit que, pour y être allé l'expédition précédente, on s'aperçoit que on retrouve comme chez nous, il y a des producteurs qui savent s'adapter, adapter leur système, adapter leur bâtiment pour que ça se passe bien, et puis d'autres moins, mais il faut aussi développer toutes ces choses-là. Donc voilà, je pense que
faculté d'adaptation, on a des capacités. Par contre, il faut mettre tous les moyens, et on l'a vu sur les études, c'est qu'une seule chose ne règle pas le problème, c'est la somme de petites actions sur le système fourrager, sur les pratiques qui vont faire que tout ça aidera à passer le cap. Vous mettez beaucoup l'accent sur les dynamiques d'échange, et il en a été question toute la journée. Vous, Aymeric Dupont, vous êtes chargé de planification à l'Agence de l'eau Loire-Bretagne. Et vous êtes un acteur important de cette adaptation au changement climatique. Vous, justement, vous soutenez ces dynamiques d'éleveurs et ces dynamiques d'agriculteurs pour trouver des solutions. Et vous appelez ça les solutions fondées sur la nature. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, donc, bonjour à tous. Donc, je suis Aymeric Dupont, donc, à l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, à la délégation alliée Loire-Amont, donc sur l'amont du bassin de la Loire. Et donc l'Agence de l'eau, c'est tout d'abord un établissement public de l'État qui dépend du ministère de la Transition écologique. Et l'objectif premier, c'est vraiment d'améliorer la qualité et la gestion de la ressource en eau. Et donc, on accompagne les acteurs locaux dans la mise en œuvre d'actions de préservation et de restauration de la qualité des eaux et des milieux aquatiques. Alors, on a, juste pour revenir sur les 3 outils fondamentaux donc, de notre stratégie. Donc, on a déjà un plan d'adaptation au changement climatique qui a été produit par le comité de bassin Loire-Bretagne en 2018 et qui va être révisé en 2022. On a le SDAGE, le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, qui est l'actuel 2016-2021, qui est en train d'être révisé et qui va bientôt aboutir pour un nouveau SDAGE pour 2022-2027. Et donc ça, ce sont on va dire, les grandes orientations et les fondamentaux. Et pour ensuite aider sur les territoires, on a le programme d'intervention. C'est actuellement le 11e programme qui vient juste d'être révisé pour la période de 2022 à 2024. Et donc, dans le cadre de ce programme d'intervention, on a donc les objectifs de reconquête de la qualité des eaux et de reconquête aussi de l'équilibre quantitatif sur les territoires. Et dans ce cadre-là, on intervient via des démarches, on accompagne les démarches de contrats territoriaux, dans lesquels donc, des contrats territoriaux sur des bassins versants, donc des bassins hydrographiques de cours d'eau, où finalement les acteurs s'organisent, les collectivités, en général une collectivité est coordinatrice, porteuse de la démarche, et elle rassemble en fait les acteurs de son territoire concerné pour avancer sur les questions de préservation de la qualité et puis aussi adaptation au changement climatique, économie d'eau, etc. Et parmi les différents leviers d'action que nous mettons en avant, il y a donc les solutions fondées sur la nature qui visent en fait à favoriser le ralentissement des écoulements, l'infiltration, la rétention de l'eau, faire en sorte finalement que les milieux soient plus résilients, qu'on laisse l'eau le plus possible sur les parcelles, qu'elle reste dans les sols, qu'on ait des milieux aussi, par exemple les zones humides, les milieux humides qui fonctionnent bien et qui soient des lieux finalement de rétention d'eau quand il y en a beaucoup et des lieux de restitution au milieu naturel, au cours d'eau, un soutien d'étiage donc en période estivale. On soutient également donc les actions entre les acteurs, tout ce qui peut être remise en place d'infrastructures comme les bandes enherbées, les haies, les zones tampons, et puis aussi finalement toutes les concertations locales un peu techniques sur les sujets que vous avez tous évoqués cet après-midi, les sujets vraiment techniques pour aider soit les agriculteurs, les éleveurs à finalement avancer et échanger leurs expériences sur les différents leviers dont vous avez parlé, et notamment tous les leviers agroécologiques, dont la couverture des sols, dont toutes les pratiques dont on a parlé cet après-midi, qui visent justement à finalement préserver les sols, améliorer, finalement limiter la sensibilité du milieu aux sécheresses, et puis aussi favoriser la qualité de l'eau. Voilà. Donc globalement pour notre action, c'est ce que je pouvais dire. On reviendra vers vous plus tard pour d'autres points d'action de l'Agence de l'eau. Là, je voulais me tourner vers Mathilde Campedelli du lycée agricole de Rochefort-en-Montagne.
parce que vous, sur la ferme du lycée, vous mettez en place ce type de solution autour de l'herbe, de l'arbre, pour mieux s'adapter au changement climatique et aussi atténuer les émissions de gaz à effet de serre. Tout à fait. Alors, je vais peut-être présenter la ferme du lycée. On a 35 vaches laitières, donc Abondance Primonstein, 110 hectares de prairies avec les estives et 250 brebis de race Rava. Et on a quand même, sur ce qu'on a 2 sites différents, sur les 2 sites, on a un réseau de 15 km de haies. Et dans le cadre du projet que je porte, qui s'appelle Pilotage d'une exploitation par le bilan carbone, on a fait une expérimentation sur l'utilisation, la gestion des haies et l'utilisation, l'élagage des haies, en faire de la plaquette de bois et l'utilisation comme litière. On a eu quelques soucis dans l'expérimentation, donc ce n'est pas d'aller jusqu'à la litière, mais on a déjà fait la première partie. Et donc, on a fait ce travail-là avec les apprenants, parce que l'intérêt aussi, c'est de mêler la pédagogie à toutes les actions qu'on peut faire. Et du coup, pourquoi travailler sur la haie? Parce qu'il y a de nombreux avantages agroécologiques, je ne vais pas vous les citer tous, mais voilà. Et aussi parce que derrière, pour travailler sur le bilan carbone, l'intérêt, c'était d'utiliser cette haie comme plaquette de bois et du coup, de réduire aussi l'achat de paille, qui peut être un facteur important dans nos exploitations, parce que dans nos 110 hectares, nous n'avons que de l'herbe. Voilà. Sinon, on a travaillé aussi sur le réseau hydrique. C'est nos BTS, gestion et protection de la nature, qui ont aménagé des abreuvoirs en descente pour éviter que les animaux s'abreuvent directement dans la rivière. Donc aussi une question écologique derrière. Alors, l'arbre, c'est un peu votre dada, François-Xavier. Vous avez travaillé pendant toute vos carrières à l'INRAE sur les systèmes pastoraux et sur l'agroforesterie. Maintenant, à la retraite, vous vous définissez comme passeur d'idées, toujours passionné par l'agriculture. Alors, que vous inspire cette expérimentation dans le lycée de Mathilde? Le mot dada, j'ai un dada pour mes petits-enfants. Ah. Mais, comment dire, oui, l'arbre joue un rôle multifonctionnel dans la régulation locale du climat. Et donc, il faut vraiment réinvestir sur une réflexion très sérieuse avec le changement climatique. Quel va être ce rôle de l'arbre? Évidemment, faire pénétrer l'eau dans le sol le long des racines, le long des troncs, le long des racines. Disons, protéger les animaux, protéger la surface cultivée ou en herbe du vent. Enfin, tout ça, vous connaissez, je ne vais pas reprendre tout ça. Mais considérer l'arbre comme un élément essentiel pour le futur, je crois que c'est incontournable. Et c'est particulièrement incontournable par rapport à la réserve en eau, à la reconstitution des nappes, à la continuité des sources, au maintien d'étiages convenables. C'est vraiment, c'est pas simplement une question purement économique et disons pour l'eau potable. L'eau potable, on a eu des gros ennuis en Creuse récemment, mais c'est aussi une question fondamentale de vivre avec le milieu, d'être dans un milieu rural qui est vivable. L'eau qui jaillit partout, c'est extrêmement vivable. Et quand ça ne jaillit plus, on est triste. Et je pense que cette nécessité, on peut rencontrer cette nécessité à travers les arbres. Mais ces arbres nécessitent un financement. Ce n'est pas les agriculteurs qui vont remettre sur pied le maillage qu'on a détruit et qu'on continue à détruire. On détruit 3 fois plus de haies qu'on en crée en ce moment. Donc il y a une certaine absurdité de la politique nationale parce qu'on est sur des vieilles habitudes. Il faut en même temps revoir tous les systèmes de drainage et par rapport au rôle des arbres. Vous ne pouvez pas gérer l'eau toute seule. Les arbres sont un atout considérable pour aider à ce ralentissement dont on a parlé. Il faut évidemment revoir tous les fossés et canaux de circulation accélérés vers la rivière. C'est insensé, c'est pas du tout géré. Tout descend à la rivière dès qu'il y a une pluie. Ça ne va pas. Donc il y a beaucoup de choses à faire avec l'agence de l'eau et avec les agriculteurs. Les agriculteurs ont un rôle essentiel et il faut qu'ils bénéficient de financements pour refaire un paysage qui leur convient. Et ce n'est pas eux qui vont trouver le financement. Donc la communauté nationale, les communautés, les collectivités, tout le monde doit se mettre au travail pour trouver des financements à ce niveau-là. Ce n'est pas des petits financements. Ce n'est pas des petits financements.
Merci François-Xavier. Séverine, au niveau de l'Imagrin, vous avez mis en place aussi une charte qui vise à développer des solutions agroécologiques autour de la haie, mais aussi de la conservation des sols. Vous pouvez nous en dire plus ? Oui, c'est vrai que parmi les solutions qui peuvent être mises en place assez rapidement, concrètement, dans notre coopérative, on a mis en place, alors à partir des semis de cet automne, une charte de production de blé qui est basée sur 3 thèmes. Donc, la santé du consommateur avec les sans résidus, l'environnement et l'humain, c'est-à-dire le partage de la valeur et la collaboration, le côté collaboratif. Pour ce qui est de l'environnement, effectivement, notre thème est surtout basé, je dirais, sur le stockage du carbone. Donc, on a mis au point une méthode de calcul facile et accessible pour les adhérents, où ils peuvent rentrer quelque part leurs pratiques et puis le bilan humique qu'il en tire derrière et du coup, voir les leviers qui sont possibles pour eux pour corriger ce bilan s'il ne leur convient pas, etc. Et ça, quelque part, c'est vraiment dans une perspective d'avoir un double bénéfice, finalement. Déjà, de participer à décarboner l'atmosphère, ou en tous les cas, d'avoir des productions plutôt bas carbone. Et d'un autre côté, on sait très bien, quand on chausse ses bottes et qu'on est un petit peu dans l'agronomie, on sait très bien que des sols qui sont plus riches en matière organique, c'est des sols qui sont beaucoup plus résilients par rapport aux aléas et des sols qui retiennent mieux l'eau. Enfin, il y a une cohérence finalement agronomique et d'attente sociétale sur ce sujet-là, et donc on s'est basé là-dessus. Après, si je prends d'une manière plus large et que je sors de cette charte de production, il y a aussi des différentes solutions qui peuvent être testées. Alors, je n'ai pas dit que tout était complètement pertinent, ça dépend des territoires, ça dépend des pratiques, mais on peut citer le mélange de variétés ou le mélange d'espèces qui prend de l'ampleur aujourd'hui et qui est testé un petit peu partout en France. On peut citer aussi, moi, ce que je trouve assez intéressant et qui prend aussi de l'ampleur, c'est l'agrivoltaïsme, que ce soit pour l'élevage ou pour les cultures. Donc ça permet à l'agriculteur de sécuriser son revenu avec une rentrée d'argent de la production d'électricité, et en même temps de faire de l'ombrage pour ses animaux ou faire de l'ombrage pour ses cultures, et donc de piloter quelque part un petit peu l'agressivité finalement du climat. Et donc c'est une solution en tout cas qui semble intéressante à tester. Oui, François-Xavier. Oui, j'ai oublié de parler. Prenez le micro. J'ai oublié de parler d'une visée un peu futuriste. C'est le rôle des arbres fertilitaires, c'est-à-dire des arbres qui fixent l'azote. Je pense que c'est encore un objet de recherche complet. On n'a pas de solution tout de suite, mais il faudrait vraiment d'urgence axer une recherche là-dessus. Des arbres qui fixent l'azote, ça peut être très puissant, et ça permet de remplacer une partie des engrais azotés qui, évidemment, jouent un rôle dans les GES. Et donc, voilà, cette question est posée à la recherche. Mais il ne faut pas faire une recherche fermée en station, il faut faire une recherche avec le concours des exploitants, une recherche collaborative et une recherche aussi qui soit une recherche-action. Alors on a évoqué pas mal de pistes de solutions agroécologiques basées sur des pratiques, mais ce que vous dites aussi, notamment Séverine, c'est qu'à certains moments de l'année ou à certains moments, il y a besoin pour certaines plantes, il y a besoin d'eau, il y a des besoins d'eau incontournables. Oui, une plante, c'est de l'eau, du carbone et de l'oxygène. Donc faire pousser des plantes sans eau, moi je ne sais pas faire. Moi, en tant que productrice, je ne sais pas faire. Après, effectivement, je n'ai pas dit qu'il n'y avait rien à faire. On peut tester des systèmes qui sont un petit peu plus économes, être plus efficaces finalement dans sa façon d'amener de l'eau, d'irriguer, etc. Ça, c'est sûr qu'il faut avancer là-dessus. C'est évident. Voilà. Après, aujourd'hui en France, les prélèvements agricoles,
que ce soit sur de l'eau de surface ou sur de l'eau souterraine, c'est 0,5% des précipitations annuelles. Donc, en gros, en France, aujourd'hui, on regarde l'eau passer la majeure partie de l'année, et après, en période d'étiage, en période de besoin, eh ben, on se demande où elle est passée. Donc, pour moi, en France, aujourd'hui, on n'a pas de problème d'eau, on a un problème de gestion de l'eau. Et notamment, parce que le problème de l'eau, il est complètement lié au problème du changement climatique. Aujourd'hui, tous les systèmes de production, globalement, s'il n'y avait pas le changement climatique, il y a les capacités d'avoir de l'eau. Enfin, la production s'est adaptée aux capacités existantes ou à ce qui s'est créé. Donc, on voit qu'il y a une tension sur l'eau du moment où il y a le changement climatique. Et donc pour moi, en tout cas, il faut repenser la gestion de l'eau si on veut se projeter en 2050-2100. Enfin, quand on regarde les chiffres, la projection d'augmentation des degrés, 2100, c'est 4 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle. Si on regarde, alors je reviens encore un peu en arrière, entre l'ère glaciaire et l'ère pré-industrielle, il y a 4 degrés aussi. Sauf qu'entre l'ère glaciaire et l'ère industrielle, on a mis 20 000 ans, et qu'entre l'ère pré-industrielle et 2100, on mettra 250 ans. Donc, ça, c'est quand même assez vertigineux. Et donc, comment on s'adapte concrètement? Et donc, effectivement, il faut être efficient, faut repenser les choses, mais il va falloir mettre en place des gros leviers, quoi. Voilà. Sur ce sujet de la gestion de l'eau, Aymeric, c'est votre sujet principal. Et vous mettez en place... il y a des travaux actuellement pour substituer des ressources estivales par des réserves hivernales. Comment ça se met en place? Oui, alors, effectivement, on travaille sur des questions de substitution de la ressource, sur substitution des prélèvements qui, aujourd'hui, en fait, les prélèvements les plus impactants, en fait, ce sont les prélèvements en période estivale, notamment pour l'irrigation. Et en fait, l'Agence de l'eau, dans ses missions, ne travaille pas à l'accroissement de la ressource pour l'irrigation. Donc on ne travaille pas pour le développement de l'irrigation ou le développement du stockage pour l'irrigation, mais on travaille plutôt pour faire en sorte de trouver des solutions de substitution. C'est-à-dire que finalement, l'eau qu'on prélève soit dans les cours d'eau ou dans les nappes à des périodes où les cours d'eau sont déjà très bas, finalement, on a un impact beaucoup plus fort sur le fonctionnement des milieux. Donc l'idée, c'est de faire en sorte que les prélèvements aient lieu en période de hautes eaux, donc plutôt en période hivernale. Et à ce moment-là, l'idée, c'est donc de faire des retenues étanches, déconnectées du cours d'eau, qui permettent finalement de capter l'eau au moment où on en a beaucoup, de la stocker et de l'utiliser à des périodes finalement où on en a besoin en été. Et en fait, ces retenues de substitution sont bien une substitution de prélèvements existants. Voilà. Et en fait, c'est vraiment pour expliquer l'approche de l'agence. L'agence qui a des missions de reconquête du bon état des masses d'eau, de reconquête de l'équilibre quantitatif. On n'est pas sur une logique de développement. Il y a d'autres acteurs qui sont sur une logique de développement, comme les régions, l'Europe, qui peuvent accompagner la création ou l'accroissement de la ressource. Mais l'Agence de l'eau, elle, est vraiment sur une logique de préservation des milieux et d'équilibre des usages. Et donc, d'une part, on soutient les économies d'eau, ce qui est la sobriété des usages. Les objectifs, c'est vraiment on en a parlé, de faire évoluer l'évolution des pratiques et des systèmes, d'utiliser aussi les eaux pluviales en remplacement d'eau potable pour certains ateliers ou pour certains, par exemple pour les élevages, si on peut avoir finalement des collectes pour combler des périodes, pour utiliser l'eau pluviale à des périodes où l'eau potable est en tension. Et en fait, toutes ces solutions d'économie d'eau sont des actions sans regret. Après, en parallèle à toute cette démarche, on insiste aussi sur la gestion collective dans le cadre notamment de projets de territoire pour la gestion de l'eau. Et donc, avant de se lancer dans des infrastructures importantes comme des réserves de substitution ou d'autres actions qui sont quand même lourdes et coûteuses, on fait déjà le point sur
l'hydrologie, sur qu'est-ce qu'on a en eau disponible dans les cours d'eau et les milieux. On fait le point aussi sur les besoins des milieux, donc pour un bon fonctionnement de la biodiversité et la vie dans les cours d'eau. On fait le point aussi sur tous les usages, et tout cela dans une projection climatique à échéance 2050. En fait, on essaye vraiment de faire un point pour ensuite voir ce qui est possible de prélever dans les milieux, mais c'est aussi ce qui est possible aussi en termes de partage des usages. Voilà, globalement, la démarche de l'agence. Donc là-dessus, les projets territoriaux les projets de territoire pour la gestion de l'eau, ça vient d'une circulaire ministérielle de 2019, et petit à petit, sur les territoires du bassin Loire-Bretagne, là, il y a 13 PTGE qui sont en phase d'élaboration ou en cours sur le territoire, dont 2 sur notre territoire, notamment un sur le territoire du Sage allié Aval, et un autre qui est en réflexion côté Loire, donc sur le département de la Loire, sur le Sage Loire-en-Rhône-Alpes. N'hésitez pas à réagir au fur et à mesure à la table, si vous voulez, sur ce sujet. Je pense qu'il y aura aussi des questions. Vous parlez beaucoup de concertation sur les territoires. Alors la concertation, c'est une thématique que vous avez tous, c'est un axe que vous avez tous soulevé pour s'adapter au niveau des territoires et au niveau des filières. Mathilde, vous, au-delà de vos missions d'enseignement, vous animez aussi un groupe d'agriculteurs autour de la thématique de l'atténuation et de l'adaptation. Comment vous arrivez à combiner, quels outils vous utilisez pour combiner ces différents enjeux et pour stimuler les échanges? Alors, je suis 8 agriculteurs, donc élevage bovin-viande ou bovin-lait. Et en fait, je travaille avec eux sur l'atténuation et l'adaptation de leur exploitation au changement climatique. Et j'utilise pour ça l'outil CAP2ER, qui est l'outil pour faire les bilans en carbone qui a été développé par l'Institut de l'élevage. J'ai choisi cet outil pour plusieurs raisons, mais je ne vais peut-être pas les développer maintenant. Et en fait, avec ces agriculteurs, on essaye de voir qu'est-ce qui peut être mis en place sur leur exploitation et qu'est-ce qui serait intéressant de faire. Et un peu comme il disait tout à l'heure, en fait, ce serait plutôt une superposition de différents leviers qui seraient propres à chaque agriculteur qu'on pourrait mettre en place. Il y a un levier qui revient souvent, c'est le levier planter des haies ou entretenir le réseau de haies déjà existant. Il se trouve que c'est beaucoup des agriculteurs que je suis ont décidé de mettre ça en place. Pour le volet augmentation du stockage de carbone, voilà, pour cette partie-là du bilan carbone en tout cas. Et sur le volet adaptation, vous couplez CAP2ER à analyse de sol et... Tout à fait, je couple, oui, désolée, je couple aussi avec un des diagnostics prairio, des analyses de sol, analyse d'effluents, enfin faire un peu un état des lieux du système, parce que le bilan carbone tout seul, c'est bien, ça donne des indices, mais ça va pas, on ne peut pas aller jusqu'au bout du processus juste avec le bilan carbone. Et ça s'adapte bien au système, mais c'est pas assez précis en fait pour savoir qu'est-ce qui peut être mis en place. Et on travaille notamment sur la gestion du pâturage, parce que les exploitations que je suis sont principalement en bio, et en plus, elles ont principalement que de l'herbe. Voilà. Et ce que vous disiez, c'est que justement les éleveurs étaient friands d'échanger entre eux. C'est aussi ce que me disait Philippe autour du pâturage tournant dynamique. Alors expérimenter localement, justement, avoir une approche participative, c'est vraiment ce que vous préconisez, François-Xavier. Comment je me situe? Donc je suis retraité, j'ai été un chercheur relativement spécialisé sur des processus concernant notamment l'agroforesterie, compétition racinaire. Et maintenant, depuis 2014, je suis dans un groupe de réflexion et d'information où nous voulons être des passeurs d'idées. Il ne s'agit pas de remplacer la réflexion des gens qui travaillent au jour le jour, qui ont besoin de perspectives immédiates dans les 5 ans, 10 ans, 20 ans, comme on est en train de parler. Et ce dont je vais parler, c'est des choses qui sont peut-être pas tout de suite applicables, mais qui sont à réfléchir sérieusement pour la prochaine politique agricole commune, pas celle-là qui arrive, mais 7 ans plus tard. Donc il faut être modeste, je ne suis qu'un passeur d'idées, et ce que je vais dire, vous en ferez réflexion. Voilà. Donc le programme AP3C montre comment le changement climatique affecte les systèmes de production des territoires
de manière spécifique en fonction de leur contexte pédoclimatique. C'est un gros avantage qui souligne l'importance d'une approche petite région. Sur un climat en rapide évolution, il va falloir repenser les agrosystèmes, c'est dont on a parlé beaucoup, et notamment s'appuyer sur les phénomènes naturels, la vie du sol, l'infiltration de l'eau, l'enrichissement en humus, la fixation symbiotique de l'azote, les multiservices rendus par les arbres, la diversification des productions, etc. Une triple lecture du processus en cours dans l'adaptation agroécologique des fermes, décennie après décennie, est nécessaire. La lecture des agriculteurs, la lecture faite par leurs animateurs formés à la dynamique de groupe et à l'agroécologie, la lecture des chercheurs en recherche collaborative et en recherche-action. Pour bénéficier pleinement de l'intelligence collective des agriculteurs d'une petite région naturelle, il serait nécessaire de généraliser la constitution de groupes à taille humaine. Vous avez connu ou entendu parler des CETA, bien sûr, il en existe encore d'ailleurs, des CUMA, bien entendu, très riches. Il serait nécessaire d'étoffer considérablement le nombre d'animateurs. Vous avez vu la taille des problèmes, c'est énorme. Il faut suivre les choses de près. Ce n'est pas possible qu'on ait de rester à l'échelle où on est aujourd'hui. Ce n'est pas suffisant. Le problème est trop énorme. Il faudrait aussi créer un centre d'ingénierie agroécologique pour la conception d'expérimentation de nouveaux systèmes de production ou de combinaison de systèmes ou de transformation des systèmes existants dans les fermes. Donc, une liaison très proche des fermes avec un centre d'ingénierie agroécologique. De tels centres ont la vocation, évidemment, de développer des liens avec la recherche agronomique et l'université. Bon, tout cela n'est pas indifférent à ce qui existe déjà, bien entendu. Ce n'est pas du tout une rupture que je suis en train de dire, c'est une extension et un approfondissement. Ce qui s'annonce avec plus de degrés de température, au moins sur le siècle, est déjà très sévère sur les 30 ans à venir. En nous éveillant à la problématique de l'adaptation, de l'atténuation et de la résilience à l'échelle de la petite région naturelle, AP3C aura rempli un rôle irremplaçable. Alors vous en appelez à une dynamisation des échanges techniques au niveau du territoire, au niveau des filières. Yves, Philippe et aussi Séverine, ces échanges existent déjà de l'amont jusqu'à l'aval? Est-ce qu'ils sont suffisants? Non, je pense qu'ils ne sont pas suffisants. Ils sont à l'échelle de nos petits moyens. Je crois qu'aujourd'hui, je vous l'ai dit tout à l'heure, ce qui nous interroge beaucoup, c'est d'avoir suffisamment de collecte de données, d'arriver à récupérer les caractéristiques des animaux pour mettre en avant les mieux adaptés à ces changements. Et on le voit aujourd'hui, il y a des animaux qui sont plus résilients que d'autres. La grande caractéristique aujourd'hui des rustiques qui sont réunis au niveau du CORAM, elle est d'abord un petit peu sur leur phénotype. C'est des animaux qui en général sont très compacts, très près du sol, avec en général des formats raisonnables et des grosses capacités d'ingestion. Donc ça, c'est aujourd'hui, on va dire que ce n'est pas acquis, mais ça fait partie de nos particularités. L'Aubrac se démontre particulièrement bien en la matière. C'est une base qui nous intéresse, mais qui n'est pas suffisante pour être rassuré demain. Aujourd'hui, on doit trouver des collaborations parce qu'on est quand même face à un nombre de fermes expérimentales qui a beaucoup décliné. On avait des troupeaux expérimentaux à pas mal d'endroits aujourd'hui, et sur ce pays, on a fait le choix d'en supprimer beaucoup. C'est un manque qui aujourd'hui est important. Donc ça ne veut pas dire qu'il va falloir les reconstituer en nombre important, mais il va falloir trouver des bases sur lesquelles on va pouvoir mettre en avant ces recherches-là. Donc il faut le mutualiser, le porter intelligemment. Aujourd'hui, je crois que la génétique animale, elle recherche plus une efficacité de carrière que des maximums. On est plutôt sur une notion d'optimum, mais avec des animaux qui soient le plus possible en autonomie, qui soient peu coûteux, mais qui répondent quand même, on n'oublie pas, la vocation économique et la création de richesses sur les territoires. On n'est pas non plus dans un monde de bisounours. Les animaux, ils ne sont pas là pour faire beau. Ils sont d'abord là pour faire vivre des familles et créer des activités économiques sur les territoires ruraux, à condition qu'on soit, je dirais, avec des animaux capables d'être peu coûteux et très adaptés à ces nouvelles conditions. Donc il va falloir imaginer ces programmes-là. Aujourd'hui, il y en a déjà un qui est en place sur la station expérimentale de Pays-Abat, donc à Fédatest, où est-ce qu'on évalue les brebis sur l'intégralité de leur carrière de façon à avoir les plus efficientes. Et l'idée, c'est bel et bien de multiplier en priorité ces animaux-là. Et vous en appelez aussi aux consommateurs
pour soutenir justement les démarches. Alors le consommateur, on ne sait pas si on attaque ce sujet ou pas. J'ai envie de dire là, il y a une part de rêve. Hein. Moi, j'aime bien le mot d'André Valadier qui est le consommateur. Mais ça, c'est peut-être dans un autre monde. Enfin, j'y crois fermement. C'est bien de rêver en fin de journée. Philippe ? Oui, alors sur cette dynamique filière et tout le volet carbone, nous, au niveau de la coopérative, c'est savoir qu'on y est venu d'abord à la demande de clients. Donc le consommateur, je ne sais pas si c'est le consommateur directement, mais c'est des gens qui sont en contact directement avec les consommateurs qui nous ont dit il faut faire du Cap 2ER, il faut qu'on mesure le carbone sur les exploitations. La première réaction, c'est toujours, et c'est un peu ça, c'est de se dire le consommateur, il veut tout, il veut rien payer. Donc ça fait partie des sujets, mais on n'a pas le droit non plus de dire on fera rien, on veut rien faire. Et ce qu'on s'est aperçu aussi dans cette démarche-là, et ça a été dit sur le fait qu'il faut aussi récompenser financièrement le travail et les efforts qui sont faits et la contribution de l'agriculture et de l'agriculteur. On a inscrit des éleveurs dans la démarche Carbone Agri et du paiement et de l'effort fait sur la réduction des émissions de carbone ou de gaz à effet de serre plus largement. Et là aussi, quand on fait ça, on s'aperçoit qu'on rentre dans une dynamique aussi, on refait de la technique sur les exploitations. Parce que sur l'angle environnement, on s'aperçoit que les leviers de progrès sur une exploitation, pour diminuer son carbone, c'est améliorer la productivité, la gestion des animaux improductifs, comment on fait pour gérer les animaux improductifs, éventuellement des raccourcissements de cycle de production. Ça permet aussi de mesurer ça. Et des fois, à la demande de clients, de dire écoutez, ça on sait faire ou ça on ne sait pas faire parce qu'il y a un vrai coût, il y a des contraintes. Mais on a remis de la technique dans les exploitations avec cette approche. Et en tout cas, on l'a senti dans nos organisations économiques. Il faut aussi faire de l'économie. Mais je pense que là, on touche vraiment tout ce qui peut intéresser les agriculteurs qui ont envie de progresser, qui se disent je fais des efforts et les attentes clients sont importantes. Alors après, dans ces attentes consommateurs, je dis souvent, il y a le consommateur et puis il y a le citoyen. C'est le même, mais ce n'est pas les mêmes attentes et ce n'est pas les mêmes effets à la sortie du magasin et quand on analyse le ticket de caisse entre les intentions et la réalité. Bon, par contre aussi, on a des systèmes complexes. Comment on va, tous les efforts qui sont faits par la production, tous les engagements qui sont pris par la production, comment on essaye d'aller jusqu'au bout du consommateur pour lui dire, derrière ce produit-là, on a des choses à expliquer et il y a un travail qui a été fait. Alors c'est vrai que c'est toutes les démarches et c'est plutôt bien fait du côté des AOP, des IGP. Mais là aussi, de temps en temps, on s'aperçoit que le consommateur, il a aussi du mal à s'y retrouver. Donc je pense que c'est un vrai travail de pédagogie, travail d'éducation aussi. Comment, j'allais dire, dès le plus jeune âge, on explique à des jeunes, à des enfants, que derrière, il y a des aspects d'environnement, il y a des aspects de production, il y a des aspects d'aménagement du territoire. Parce qu'on sait, dans l'élevage, est souvent décrié, il y a des régions, et moi j'ai vu quand même des départements très céréaliers, quand on est autour d'Orléans, et qu'on nous dit il faut qu'on remette de l'élevage parce que les sols vont trouver des limites, c'est un vrai équilibre. Donc voilà, par contre, après c'est de dire qu'est-ce que vous pouvez nous proposer les filières élevage, et là je pense qu'il faut qu'on soit aussi force de proposition autour de tout ça, parce qu'il faut qu'on retrouve les bons équilibres et qu'on sache aussi expliquer ça. Ça sera le plus difficile, mais le consommateur, il y a des attentes. Comment on explique ça simplement, ça va être un autre chantier, mais je pense faut qu'on sache le faire, quoi. Alors moi, je prendrais peut-être un angle plus général et plus orienté territoire. Pour moi, l'adaptation au changement climatique, c'est vraiment un sujet, s'il en est un, c'est vraiment le sujet emblématique quelque part de dépasser les visions silos et les visions stricto sensus filière. C'est vraiment des sujets de territoire et c'est vraiment des sujets où tous les acteurs qui sont intervenants de près ou de loin quelque part dans la production alimentaire, et c'est vraiment sur ces sujets-là qu'il faut qu'ils se mettent autour de la table pour s'organiser, pour trouver des solutions ensemble.
parce qu'on n'est pas sur une île tous, quoi, hein. On est sur un même territoire et on partage, je veux dire, les problématiques des uns, c'est les problématiques de demain des autres. Et donc, c'est ensemble qu'il faut trouver les solutions. Au jour d'aujourd'hui, il y a déjà des collaborations qui sont en place, notamment autour des Living Labs. Il y a un Living Lab sur les grandes cultures, il y en a un sur l'herbe aussi. Il y a les mises en place de projets Tetrae avec l'INRAE, dans lequel un des volets adaptation changement climatique, Végépolis Vallée et l'INRAE du JDEC sont porteurs de projets. Et donc c'est vraiment l'idée de se mettre tous ensemble autour de la table, de partager les solutions existantes, parce que, et quand je dis tous ensemble, c'est aussi avec les agriculteurs, hein, parce que les agriculteurs, c'est les premiers confrontés à la problématique. Donc j'ai envie de dire, c'est presque les premiers à chercher les solutions, hein, parce qu'ils sont un petit peu sous la pression, quoi. Donc des innovations, il y en a plein aujourd'hui dans les fermes. Comment on les fait remonter? Comment on les analyse aussi? Parce que des fois, je veux dire, elles peuvent être pertinentes dans vraiment une situation et pas du tout duplicables, ou au contraire plutôt inspirantes. Donc pour ça, il faut vraiment organiser à l'échelle du territoire le partage de connaissances et l'avancée des connaissances sur ce sujet du changement climatique, et que ce soit sur les filières végétales ou que ce soit sur les filières d'élevage. Alors on a balayé énormément de sujets. Est-ce que vous voulez en creuser quelques-uns par vos questions? Oui, donc je suis François Maury. Je représente un bureau d'études qui intervient dans la construction d'installations de séchage en grange. Donc c'est souvent des projets d'investissement importants. On démarre très souvent ces projets avec une approche économique à partir d'une feuille blanche pour accompagner après l'agriculteur jusqu'à la mise en route de son installation. Et quand on parle d'investissement, et j'attendais avec impatience cette table ronde, on parle aussi d'organismes financiers, donc de banques, de plans d'accompagnement avec ne serait-ce que les PCAE. Et ce que je constate dans mon quotidien, c'est qu'on est à l'échelle d'un territoire, mais avec 3 régions et avec déjà 3 PCAE qui sont différents, avec des prises en charge qui sont très différentes. Et c'est très frustrant, par exemple, d'expliquer à un agriculteur qui est à Ussel, qui sera différemment accompagné que quelqu'un qui est à Rochefort-Montienne, par exemple. Où on a vraiment des grosses disparités de politique publique. Et j'aurais aimé qu'aujourd'hui, on ait des financeurs, donc des banques, des organismes publics, pour aussi avoir cet éclairage au niveau de ces politiques de financement, en fait. Alors, c'était un constat, c'était pas une question, mais c'était un constat, quoi. Non. Effectivement, moi, en tant qu'établissement public qui peut apporter des financements, je peux apporter quelques éléments d'éclairage. Effectivement, on se retrouve avec aujourd'hui une grande région, sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, avec la préparation on a un plan stratégique national pour la mise en œuvre de la future PAC. Donc, en général, dans ces plans, on a un ensemble d'investissements qui peuvent être accompagnés. L'Agence de l'eau fait partie des cofinanceurs nationaux qui peuvent accompagner un ensemble d'investissements. Et j'ai pour mémoire que déjà dans le programme qui se termine là, et qui va redémarrer sur le 11e programme révisé, on avait cette possibilité d'accompagnement dès lors qu'on était dans vraiment le développement de systèmes herbagés. On avait évoqué cette question des séchages en grange. Ça a fait partie des leviers pour favoriser le développement et finalement des systèmes herbagés qui sont vraiment favorables, selon nous en tout cas, à la préservation de la qualité de l'eau, ou au moins parfois même la restauration, par rapport au fait qu'il y a beaucoup moins d'intrants qui sont utilisés, et puis en même temps ça retient l'eau aussi. Donc en fait, et d'où l'importance aussi de l'équilibre dont on parlait tout à l'heure, c'est de l'élevage et des cultures. Enfin, on est quand même, voilà, il y avait une question ce matin où finalement les systèmes herbagés, pour nous, agences, sont quand même très intéressants dans une perspective de maintien de la qualité de l'eau, mais aussi finalement dans les perspectives d'adaptation au changement climatique dont on a parlé. On peut prendre d'autres questions, hein. Ouais.
Bonjour, Théo Durand du Cerf France Terre d'Allier. J'avais une question pour Mathilde. C'était à propos de cette initiative autour des haies. Nous savons qu'à Lyon, on a un territoire qui est marqué par les exploitations bovins allaitants, parfois avec du tout à l'herbe ou parfois limité sur la fourniture en paille. On sait qu'il y a beaucoup de haies aussi, que c'est des difficultés d'entretien, des coûts d'entretien. On sait que la haie, elle va se positionner sur apporter pas mal de solutions. Ma question, je voulais voir si vous ne pouviez pas nous expliquer tout le principe, mais au moins là où ça avait coincé dans ce que vous avez essayé de mettre en place comme expérimentation. Et si aussi on a des exploitations qui, demain, peut-être vendront du carbone et la haie peut avoir un rôle important, est-ce que le fait de faire cette expérimentation ne nuit pas au carbone, même si j'imagine qu'il y a une réintégration de la matière organique derrière au stockage du carbone? Oui. Alors, pour la première partie, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a élagué 50 mètres linéaires de haies. On les a pas rasables, ça je précisais par rapport à tout à l'heure, on l'a entretenu en fait notre haie. Donc on a remis en tétard à certains endroits, on a élagué les arbres qui gênaient la pousse des autres. En fait, c'est de la gestion de haies. Ça, on l'a transformé en plaquettes de bois. Et en fait, quand on fait de la plaquette de bois, pour le stockage, il faut monter en tas assez haut en fait pour que ça sèche correctement, et en fait on l'a pas monté assez haut le tas et ça a mal séché, donc à l'intérieur ça a pourri et on peut pas l'utiliser comme litière pour les animaux. Ça serait, je pense, on n'a pas voulu prendre le risque avec la directrice d'exploitation, mais si ça serait à refaire, on essaierait de le mettre à l'intérieur, le tas, le monter plus haut, et enfin voilà, il y a d'autres solutions qui existent, mais c'est de ces erreurs qu'on apprend. Et au niveau du carbone et des haies, il faut savoir que quand on remet en production une haie, forcément elle va repousser, donc elle va restocker du carbone. Et quand c'est utilisé comme litière, après on peut en faire du fumier et après le pendre sur les prairies. Il y a des essais qui sont menés par la mission haie d'Auvergne notamment, et je crois qu'il y a l'INRAE aussi qui est dans ce truc, c'est Climagrove ça s'appelle. Et là ils sont en train de remener des essais sur ça. Je ne sais pas si vous voulez compléter sur la haie, vu que c'est votre dada apparemment. Il ne faut pas dire dada, je crois. Oui, il existe une mission haie qui parlera beaucoup mieux que moi de ce problème. Mais je pense qu'il faut vraiment attirer l'attention sur cette mission haie qui est basée à la Maison de la Forêt et du Bois et qui, justement, organise des sessions de formation régulièrement, et vous avez sur Internet des accès possibles à ça. Je peux les retrouver si vous voulez et les donner dans le... Mais je ne vais pas parler à la place de la mission, pas question. Moi, mon rôle, c'est pas sur des idées. J'attire l'attention sur la haie, mais je ne vais pas parler à la place de la mission haie. Oui, c'était juste pour compléter un tout petit peu ce qui a été dit sur l'aspect haie. Effectivement, donc au niveau régional, Auvergne-Rhône-Alpes a été mis en place en fin 2019 de mémoire un pôle régional arbre avec une animation qui est à la fois assurée par la mission haie Auvergne-Rhône-Alpes et à la fois l'URCAUE. Donc l'arbre, composante rurale, et l'arbre en ville. Et donc il y a un centre de ressources qui s'est mis en place à la fois pour assurer les formations, et tout ça c'est en lien avec les chambres d'agriculture, les associations, tous les acteurs qui sont concernés par la thématique. Et ce que je voulais juste indiquer, c'est qu'avec les agences, on réfléchit actuellement à renforcer encore le conseil technique au sein des démarches de contrats territoriaux sur les bassins versants, sur ces sujets-là, sur l'arbre, la haie, et justement faire en sorte que les expériences puissent être partagées avec les acteurs agricoles, les collectivités et tous les autres acteurs intéressés. On va peut-être prendre une dernière question parce qu'on arrive à la fin de la journée, mais n'hésitez pas à revenir à la fin du colloque pour poser vos questions auprès des intervenants. Du coup, Stéphane. Au début, on a évoqué le cahier des charges. Alors, si je me rappelle bien, quand j'étais à l'école, l'INAO et le cahier des charges des appellations, c'est des usages locaux, loyaux et constants. Quid de constant en période de changement climatique? Alors effectivement, là, il y aura certainement des adaptations à imaginer. Aujourd'hui, on est bel et bien sur la mise en avant d'une production d'animaux nés, élevés, abattus, transformés localement. C'est la base de pas mal de cahiers des charges. Donc
c'est quelque chose qu'il faut imaginer dans la durée. Donc comment est-ce qu'on fait en cas de... Alors aujourd'hui, il y a un régime dérogatoire qui là aussi est géré au cas par cas, notamment en cas de sécheresse, qui a permis de faire tampon. Mais je pense que chaque ODG concerné va être obligé de revenir assez rapidement sur cette notion-là pour imaginer, je dirais, les évolutions à venir, quoi. C'est pas une réponse, c'est un constat partagé. Plus de questions de la salle. Alors, je me retourne vers vous. Est-ce que l'un de vous a quelque chose à préciser avant qu'on clôture cette table ronde ou à ajouter qui n'aurait pas été dit avant? François-Xavier. Sans lire. Hein. Dans la région Aura, où la dimension moyenne des fermes est encore modeste, 47 hectares, on a la possibilité d'une gestion agroécologique fine face à la dérive climatique. Cela aurait de grands avantages. Il y aurait grands avantages à favoriser le financement de la formation et de l'installation de nouveaux et jeunes agriculteurs pour pratiquer l'agroécologie, au lieu de financer l'agrandissement. Donc il y a une orientation PAC qui pèse très lourd. Une région où la moyenne d'exploitation est de 47 hectares, quel est l'avantage de financer à la hauteur que l'on connaît jusqu'à des surfaces très importantes dans d'autres régions? Par ailleurs, il y a peut-être un équilibre à trouver entre les circuits courts avec production de qualité marquée régionalement pour assurer un meilleur revenu aux agriculteurs, en complément des filières larges qui agissent au niveau national ou international. Voilà. Philippe? Moi, juste en une phrase, c'est de dire qu'avec mon regard de président de coopérative, les coopératives et la coopérative, elle est créée par des agriculteurs pour les agriculteurs. Et l'adaptation au changement climatique, ça fait partie des adaptations qu'on doit faire tout au long de la filière. D'ailleurs, c'est des adaptations au changement climatique, mais pas que, parce que les attentes sociétales sont nombreuses et variées. Donc, le rôle, c'est d'être présent, et je l'ai dit tout à l'heure, être à l'écoute des adhérents, expliquer à nos adhérents, aux coopérateurs, qu'est-ce que veut le marché, comment on adapte nos exploitations à ces attentes du marché, parce que c'est là qu'on doit aller chercher de la valorisation. Mais aussi, quand on est d'un bout à l'autre de la filière, la chance, c'est de pouvoir dire à un client, votre demande, elle n'est pas réaliste, elle n'est pas construite, elle n'est pas économiquement viable. Et quand on a 7000 adhérents, je veux bien que, et des fois j'ai eu l'occasion de le dire à des clients, je veux bien qu'on ait les 7000 plus mauvais agriculteurs, éleveurs de France, mais je ne crois pas. Et quand on vous dit qu'on ne peut pas faire, allez voir ailleurs, vous verrez bien que vous aurez la même réponse ou vous bloquerez au bout d'un certain temps. Donc voilà, je pense qu'on est là pour ça et notre rôle, c'est vraiment d'expliquer ça et au service des adhérents et la structure au service de nos adhérents coopérateurs. Oui, je ne sais pas si vous nous tendez la main pour conclure ou pour compléter. Comme vous voulez. Un petit peu les deux. Je crois que l'analyse qu'on a partagée tous, c'est bien et bien qu'on est sur du multifactoriel. Hein. C'est tous ensemble qu'on arrivera à créer ce cercle vertueux. Moi, en tant qu'éleveur, et je porte souvent ce message parce qu'on est là pour représenter nos collègues éleveurs, et on porte souvent ce message auprès des pouvoirs publics. Donc, en quelque part, rien de tout cela ne sera possible si eux aussi, à leur niveau, ne prennent pas les bonnes résolutions, à savoir celui de l'orientation de la consommation. Donc ça commence à venir. Les régions, les départements ont fait des choix qui sont forts pour les cantines, pour tout ce qui est collectif. Nous, est-ce qu'on est régulièrement exposé, les éleveurs? C'est sur les échanges internationaux. Dans cette politique de libre-échange, combien de temps est-ce qu'on va continuer à troquer des automobiles et des avions contre de la viande d'Amérique du Sud ou d'autres pays? Je dirais, tant qu'on n'aura pas réglé des questions cruciales comme celle-là, nos mots, nos échanges seront vains et derrière, on n'aura pas les effets escomptés. Donc, si chacun y met du sien, on y croit encore. En tout cas, les éleveurs, on prendra nos responsabilités. Merci. Séverine ? Oui, alors peut-être le moment de réinsister sur déjà, premier point, c'est ensemble qu'on trouvera les solutions. Et je pense qu'il faut quelque part réinventer la façon dont on fait partager les innovations, la façon dont on les fait naître sur les territoires pour trouver le plus rapidement possible les solutions pragmatiques pour l'agriculteur, parce qu'effectivement, le but de tout ça, ça va bien être de donner des solutions d'adaptation pour les agriculteurs sur les territoires,
pour demain avoir des territoires encore vivants et attractifs, pour qu'il y ait des jeunes qui aient envie de s'installer. C'est clair que c'est ce qui nous anime tous, d'avoir des territoires vivants, avec des actifs sur les territoires. Et après, je dirais que pour faire ça, il faut produire. Moi, je ne sais pas gagner ma vie si je ne produis pas. Après, effectivement, des fois, je produis. Moi, sur ma ferme, j'ai des plantes médicinales, par exemple, en culture bio. Bon, ben voilà, mais il faut que je produise quand même. Donc, pour produire des plantes, en tout cas, il faut de l'eau. Ça c'est clair. Peut-être pour produire des animaux aussi, il faut de l'eau. Je pense que voilà, les êtres vivants, quels qu'ils soient, ils sont constitués d'eau en grande partie. Et puis je dirais que nos filières, elles ont besoin qu'on produise aussi. Et constituer des filières dans lesquelles la production, elle est très aléatoire, elle est devenue très aléatoire, c'est très compliqué à gérer. Donc la résilience, elle est attendue sur les fermes, elle est attendue dans les filières aussi. Et puis je dirais aussi que l'agriculteur, il ne faut pas qu'il brade son métier. Moi, je crois qu'il faut vraiment, le plus possible, en tout cas, faire valoir ce qu'on fait de bien et quelque part apporter, autant que faire se peut, à notre petite échelle, mais un peu de cohérence. C'est-à-dire, quelle est la cohérence de se mettre des normes extrêmement strictes sur notre territoire quand on va importer des choses qui vont pas être du tout dans les mêmes standards. Donc, à un moment donné, il faut aussi qu'on essaie d'amener cette cohérence auprès de nos consommateurs et puis qu'on brade pas notre métier, quoi. Qu'on valorise vraiment à sa juste valeur ce qu'on fait. Voilà. Et juste un tout petit mot pour ma part, je pense qu'il est urgent d'agir, effectivement, mais on a vu aujourd'hui qu'un certain nombre de leviers et de solutions sont déjà prêts ou sont déjà en expérimentation au niveau des exploitations. Parce qu'il y a tout plein de solutions sans regret qui peuvent être mises en œuvre dès aujourd'hui. Par contre, il y a d'autres solutions sur lesquelles il faut qu'on travaille avec application, sans précipitation, en discutant ensemble. Effectivement, c'est la concertation dont on a parlé, entre tous les acteurs concernés, et qu'on prenne le temps de bien comprendre les attentes de chacun et de voir dans quelle mesure on peut assurer une conciliation finalement de tous nos enjeux en respectant, alors ça c'est pour veiller à cela au niveau de l'agence Loire-Bretagne, en respectant finalement les milieux aquatiques, la qualité des eaux et notre cadre de vie environnemental en général. Merci. Il me reste à vous remercier tous pour toutes vos réflexions, vos apports qui à coup sûr vont alimenter, même abreuver les travaux d'AP3C pour la 4e phase. Donc merci beaucoup. Je vous propose d'applaudir nos intervenants. Merci à tous. Faire la synthèse d'une journée comme ça, c'est vraiment pas évident, c'est riche. Et puis, c'est qu'on ne sait pas ce que vous allez dire avant, donc on ne peut pas la préparer. Voilà. Mais je vais m'y risquer. Et tout d'abord, vous exprimez ma satisfaction, et je pense la satisfaction partagée par l'ensemble du CIDAM. Le colloque, on le conçoit comme ça, que c'est une opération, un bilan des années passées, et puis le tremplin pour se projeter sur l'avenir. Et je crois que ce colloque 2021 y a pleinement répondu. Satisfaction aussi de la participation, comme je le disais ce matin, une centaine de personnes présentes physiquement et à peu près 200 qui ont suivi nos débats par webinaire, mais qui ont aussi été acteurs puisqu'ils ont pu poser pas mal de questions. Et puis, satisfaction des débats qu'il y a eu tout au long de la journée. Et puis, avant de rentrer dans la synthèse, je voulais remercier l'ensemble des équipes du CIDAM, que ce soit Marine, Emeline, Léa, Jean-Baptiste, l'ensemble des référents départementaux qui sont intervenus ou qui ont préparé cette journée, l'ensemble de ceux qui ont témoigné, qui sont intervenus, que ce soit à la table ronde ou plus tôt dans la journée, et puis bien sûr, comme vient de le faire Marine, les équipes de l'IADT qui nous ont permis, on va dire, d'innover dans ce colloque-là, puisque ça a permis à d'autres de le suivre sans être présents physiquement, et puis d'enregistrer, d'avoir, on va dire, de ne pas pouvoir en perdre une miette, puisqu'on pourra le mettra à disposition sur notre site. Au vu des débats, j'ai envie de dire, on a eu raison d'être précurseurs en 2012, en 2015 au CIDAM, même si c'est parfois difficile,
parce que quand on est précurseur, certains n'ont pas conscience, d'autres luttent parce qu'on les bouscule un peu trop peut-être. Donc c'est difficile, mais par contre la journée d'aujourd'hui nous donne raison. Satisfait de l'enthousiasme et du soutien des partenaires, des financeurs et des différents propos qu'il y a eu toute la journée. Donc ça, c'est vraiment important. Ce qui est ressorti aussi aujourd'hui, c'est que c'est bien le terrain qui impulse, c'est bien le territoire qui impulse des choses, des mouvements, j'allais dire des révolutions, mais non, mais des évolutions tout au moins. Et je mettrai en parallèle entre ce qu'on a écouté, ce qu'on a vécu aujourd'hui, tout ce que les différents acteurs des territoires font en ayant pris conscience du changement climatique et de ce qu'on doit faire pour s'y adapter, pour l'atténuer. Et puis, j'avais envie de dire des peu de choses qui ont été signées lors de la COP26, alors que ce sont nos grands responsables. Des fois, j'ai l'impression que peut-être les acteurs de terrain sont plus grands responsables que nos décideurs à l'échelle planétaire. Mais c'est un avis personnel, donc voilà. Je voulais aussi réinsister sur certains points que le commissaire Massif et le responsable de l'IADT ont dit ce matin. AP3C, c'est vraiment une coopération entre tous les acteurs du Massif central et c'est vraiment comme ça qu'on le conçoit et qu'on le bâtit et qu'on essaye de le piloter entre tous les responsables. Et puis, c'est pas si courant que ça, c'est aussi une alliance entre la réflexion scientifique et l'action de terrain et les coopérations de terrain. Donc, je trouve que c'est pas si courant que ça qu'on arrive à réussir tout ça. Au niveau, donc, le projet, c'est déjà des résultats climatiques. Et AP3C, c'est vraiment la mise en exergue de la diversité climatique territoriale du futur, mais qui est aussi indispensable pour piloter notre territoire demain. Ça en découle un principe qui me semble important, qu'il faut tous qu'on ait à l'esprit, c'est fini les généralités. Voilà. Avant, avec une idée, on pouvait la reproduire partout. Ben non, ça c'est fini. On peut certes reproduire certainement la méthode de construction ou la réflexion, mais pas les conclusions. Et puis, cette thématique du changement climatique, que ce soit l'adaptation ou l'atténuation, a aussi démontré qu'il y a un besoin de compétences très pointues, et on l'a vu tout au moins de la matinée ce matin pour la partie climatique. Je ne sais pas si tout le monde, si vous avez tous saisi tout ce que vous ont dit Vincent et l'IADT, quand on le découvre pour la première fois, ça fait quand même beaucoup de données et de choses à emmagasiner. Et puis pointu aussi pour accompagner les agriculteurs, bien sûr, pour s'adapter. Et puis, après les données climatiques, il faut les indicateurs agro-pédoclimatiques qui tiennent compte, et c'est important qu'on ait pu aller jusque-là, qui tiennent compte des différents types de sols, des différents territoires, donc des différents climats, pour être au plus près des réalités et pour qu'on accompagne de façon vraiment le plus précis possible l'ensemble des acteurs de terrain. Ça nous permet aussi de voir quelles sont les techniques culturales que l'on doit faire évoluer, les rotations pour avoir plus de sols résilients. Différentes solutions ont été évoquées, je ne vais pas toutes les reprendre maintenant, je ne vais pas faire de redite, mais c'est vraiment tout ça qu'il faut tester et expérimenter. Et puis, quand on parle beaucoup d'agronomie, c'était un peu certains sujets de la table ronde, il faut qu'on travaille de façon plus en synergie avec l'ensemble des semenciers, l'ensemble des gens qui travaillent sur la recherche. Il faut vraiment créer ces synergies-là plutôt que de travailler par silo. Je crois que c'est une expression que j'ai entendue dans la table ronde, mais c'est tout à fait ça. Et puis, il faut travailler au niveau du système. Ça a été dit, un des principes, un des enseignements sur ce travail-là, c'est qu'il faut apprendre à être réactif. On ne peut pas faire un plan sur 20 ans parce qu'il y aura plein d'aléas, une diversité d'événements qui feront qu'il faudra toujours être réactif, mais par contre, le but c'est d'être proactif pour avoir préparé à comment s'y adapter. Une des conclusions aussi, c'est qu'il faut cumuler plusieurs leviers. Ceux qui vous diraient, pour s'adapter au changement climatique, il suffit de faire ça, ben non, ils n'ont pas dû y réfléchir longtemps, parce qu'on voit bien, tous les travaux qui ont été présentés en début d'après-midi, c'est
la seule solution, c'est de cumuler plusieurs leviers en fonction des systèmes, des exploitations et du lieu où elles sont. Par contre, si rien n'est fait, il y aura une conséquence très importante sur les résultats économiques, voire une mise en péril des exploitations et des actifs qui la composent. Au niveau des filières, le lien filière et territoire est vraiment très important, c'est ressorti de façon très forte aujourd'hui. On voit bien que par rapport à certains dogmes ou discours qu'on entend ici ou là, les systèmes 100% végétal, ça peut être très compliqué. Beaucoup, comme le disait, je crois que c'est Philippe tout à l'heure, disent qu'il faut qu'on remette de l'animal. Les synergies entre animal et végétal, on doit les consolider parce que c'est comme ça qu'on réussira, et pour les uns et pour les autres. C'est vraiment un partenariat gagnant-gagnant. Recréer du lien entre filières et territoires, entre agriculteurs et citoyens, pour expliquer les projets, entre agriculteurs et consommateurs, parce que même si ce sont les mêmes personnes, souvent entre les souhaits quand on est citoyen ou l'acte quand on est consommateur, il y a une grande différence. Beaucoup travailler sur la génétique, que ce soit végétale ou animale. La question de nos cahiers des charges, qui est quand même quelque chose d'important pour la ferme Massif Central, les AOP, AOC et autres, on peut se poser la question, quelle remise en cause? Donc, quelle remise en cause du produit? Quelle remise en cause de la plus-value pour le producteur? Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on ait en tête. Les problèmes liés, des fois on sous-estime, enfin on ne pense pas, l'adaptation des éleveurs, il faut qu'ils s'adaptent bien sûr, mais aussi l'adaptation ou les conséquences qui sont liées aux effets du changement climatique pour le consommateur. Suivant le climat, il ne consomme pas la même chose. Et je crois que c'est Philippe Dumas qui en parlait tout à l'heure. Si le climat change, ça peut faire des stocks dans les fermes, dans les structures d'aval, et ça a des répercussions sur les prix payés aux producteurs. Donc toutes ces choses-là, on doit en tenir compte. Et puis, en termes d'évolution de la ferme Massif Central, je crois qu'on prend de plus en plus conscience qu'elle est multiproductrice. Certes, on produit en tant qu'agriculteur l'alimentation, mais on produit aussi des services environnementaux, de l'énergie, on stocke du carbone grâce à nos pratiques. On a un effet sur la gestion de l'eau qu'on doit traiter de façon sans dogmatique, ça c'est primordial, en la gérant de façon responsable. Et puis au niveau du climat, tous les travaux qui ont été conduits, qui ont été un peu évoqués ce matin par Vincent et autres, en disant en fonction, on peut calculer des indicateurs qui expliquent ou qui démontrent quelles sont les plantes les plus intéressantes. Quand il tombe 1 mm d'eau, voilà la quantité de biomasse qui est produite en fonction du territoire et tout ça. C'est tous ces indicateurs qui sont primordiaux pour orienter les politiques publiques et les choix des agriculteurs. Je dirais aussi à l'Agence de l'eau, il faut bien soutenir tous les territoires, de l'amont et l'aval, tous les projets, je crois que c'est primordial. L'agriculture, quand elle s'adapte, elle atténue aussi les effets du changement climatique. Je ne le développerai pas, mais il faut vraiment en avoir conscience. Et puis peut-être aujourd'hui, on a moins parlé, ou on n'a pas fait témoigner les consommateurs. Je crois que le principal sujet avec les consommateurs, c'est communiquer. Communiquer avec eux pour leur expliquer nos pratiques, communiquer avec eux pour leur expliquer, je ne vais pas dire ce qu'ils doivent acheter, mais les conséquences de leur acte d'achat. Je ne citerai qu'un exemple, c'est que quand on a créé une marque Massif Central 1886, qui a été construite par l'ensemble des acteurs du Massif Central, je ne sais pourquoi, pour le moment, on en commercialise très peu, puisque le consommateur ou les relais n'ont pas été faits. Voilà. Et pourtant, c'est quelque chose qui avait été construit avec un raisonnement territorial qui tenait compte de tout, du bilan carbone, de la production et autres, et qui rémunérait tous les acteurs de la filière. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on doit comprendre et pouvoir corriger. Et puis, dans la phase 4, quand on se place dans le tremplin, que doit être notre projet, c'est d'accentuer le travail avec l'enseignement agricole. Je crois qu'on a une belle démonstration de l'intérêt ce matin. C'est un investissement indispensable si on veut être prospectif et préparer l'avenir. C'est aussi de faire prendre une prise de conscience de l'ensemble des jeunes dès leur cursus de formation, mais aussi de leurs encadrants,
Et puis l'enthousiasme de ce matin nous a démontré qu'il ne fallait pas hésiter, qu'il fallait y aller. Et puis quant aux politiques publiques, certains en ont parlé aussi tout à l'heure, j'allais dire, je fais le doux rêve, mais sans naïveté, qu'elles puissent répondre à tous ces enjeux-là. Certes, la PAC qui va s'appliquer en 2023 n'y répondra pas complètement. Je citerai qu'un exemple. Quand on nous dit qu'il faut stocker du carbone, qu'il faut que les prairies permanentes, à certains endroits, ont du mal à produire, donc il faut les ressemer, enfin voilà, différentes techniques. On n'a pas réussi à convaincre nos collègues et décideurs politiques que c'était absurde de mettre comme règle dans la PAC qu'il fallait détruire les prairies temporaires au bout de 5 ans, sinon elles passaient prairies permanentes, alors qu'une prairie avec des luzernes, des trèfles ou autres qui durent 7 ou 8 ans, ça a quand même un intérêt agronomique et écologique. Donc toute cette prise en compte, on va dire, dans les politiques publiques, c'est pas encore fait. Et puis dans les politiques publiques, il faut aussi soutenir le rôle d'agriculteur. Certains, je crois que c'est les étudiants qui l'ont dit ce matin, que quand on expérimente dans la vraie vie, des fois c'est des risques, on n'a pas tous les moyens de les prendre, des fois, à hauteur des enjeux. Donc les politiques publiques doivent soutenir encore mieux le rôle des agriculteurs, leur rôle de testeurs, d'expérimentation. Et c'est vraiment d'accompagner. Quand j'écoutais, j'ai perdu votre nom, le chercheur émérite de l'INRAE, j'avais l'impression qu'on réinventait les GEDA ou les groupes de développement dans vos propositions. Donc c'est toujours dans les périodes de crise, des fois, qu'on se rappelle de ce qui marchait bien ou ce qui était pertinent avant. Donc pour résumer, je dirais que le mot que j'ai à l'esprit ce soir et qu'on a écouté tout au long de la journée en transversal, mais dans le quotidien, des fois les gens l'oublient, c'est le mot collectif. Collectif, c'est ce qui est ressorti de l'enquête des étudiants ce matin, c'était la demande des agriculteurs pour être accompagnés. Collectif, c'était expérimenter, innover, donner du sens à notre métier d'agriculteur collectivement. Et puis quand on fait tout ça collectivement et avec une vision d'avenir, ça m'a rassuré. Les jeunes nous ont dit ce matin, travailler devient un jeu. Là, je ne sais pas si vous, ce matin en arrivant, vous pensiez que les jeunes allaient nous sortir ça, mais moi ça m'a interpellé. Et puis, pour 2021, c'est foutu, mais avec le soutien du commissariat de Massif, je n'en doute pas, même si je crois que le commissaire est parti, on va construire le cadeau de Noël que vous pourrez tous offrir aux agriculteurs en 2022. Ça s'appellera Farming AP3C Massif Central. Parce que les jeunes nous ont bien dit qu'il fallait créer un jeu pour tester, expérimenter, avant de le faire dans la vraie vie. Et puis j'ai trouvé une autre de leurs idées, alors moi pertinente et vraiment percutante, alors que dans le résultat des enquêteurs, des agriculteurs qu'ils ont enquêtés, ça semblait pas le plus approprié. Enfin, je suis peut-être pas représentatif, mais j'y crois quand même. C'est d'utiliser le théâtre pour communiquer. Et pour être confronté des fois à expliquer des projets territoriaux, je suis sûr que pour communiquer avec le territoire, avec nos voisins, avec les citoyens, cette idée de théâtre, elle est à creuser et à soutenir. Voilà. Et puis bien sûr, les synergies collectivement entre l'amont et l'aval semblent primordiales et moi c'est ce qui est ressorti tout au long de la journée. Donc vraiment, comme nous l'ont dit les jeunes, pour faire les graines germent quand on travaille à plusieurs, quand on le fait à plusieurs collectivement. Donc ça, c'est vraiment une idée importante et vraiment, souvent on dit qu'avec la sécheresse, ça ne germe pas. Et bien pour faire germer les choses, pour faire germer les projets, pour faire germer le monde de demain, il faut le faire à plusieurs, il faut être réactif, il faut être proactif. J'avais envie de dire, il suffit de remettre du bon sens, et si c'était le bon sens paysan, tout simplement. Donc AP3C produit, avec l'ensemble de ces acteurs, que ce soit au CIDAM ou dans les départements, AP3C produit, sensibilise, impulse, rassemble, mais ne peut pas faire à votre place. Donc les agriculteurs comptent sur vous tous, le territoire compte sur nous tous, nous le devons à nos enfants, c'est de notre responsabilité. Le court terme, c'est souvent contradictoire avec le long terme, quand vous y repenserez dans vos actes de tous les jours.
Il y a urgence, alors je ne dirai qu'un mot, action. Donc on a fini la journée, je vous remercie toutes et tous, je vous souhaite un bon retour chez vous. Je voulais dire quand même que toutes les équipes d'AP3CO dans des départements se tiennent à votre disposition au quotidien. Si vous avez des questions de ça, tout est déjà sur le site, mais la journée d'aujourd'hui sera dans les prochains jours, prochaines semaines. Et puis si certains veulent, il y a peut-être quelques boissons qu'on peut partager encore avant que vous repartiez chez vous. Merci et bonne soirée à vous.